Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'histoire de Grand Seiko. Alors il y a énormément de choses à raconter sur cette marque et plutôt que de faire quelque chose de super long, super dense et un petit peu, difficile d'accès, je me suis dit que j'allais faire plutôt plusieurs visios sur l'histoire de GS et le but aujourd'hui, c'est de vous donner une vision d'ensemble de l'histoire un petit peu en accéléré, on va dire, de la marque en s'axant surtout sur, on va dire plus la philosophie de la marque, l'identité de la marque et puis un petit peu comment elle a évolué depuis 60 ans, on fête, cette année le 60e anniversaire de Grand Seiko. Et donc, je vous proposerai, dans les prochaines semaines d'autres visios où on parlera un petit peu plus en détail, des montres, du design, des mouvements, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on va faire, un survol assez général et je vais essayer de d'amener ça sous un angle, le plus nouveau possible, on va dire. Comme ça, même ceux qui connaissent bien la marque, pourront ne pas trop s'ennuyer, ne pas s'endormir en tout cas pendant la présentation. Donc avant de parler directement de l'histoire de Grand Seiko qui commence donc en 1960, je me suis dit que ça serait sympa de faire un petit rappel, sur le contexte, dans lequel, la marque a été développée, donc le contexte au Japon à la fin des années 50 et puis un petit peu aussi un rappel sur l'horlogerie à cette période. Donc comme vous le savez, après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a été, placé sous occupation ou sous tutelle américaine et donc de 1945 jusqu'à 1952, les Américains vont occuper le Japon et vont mettre en place un système, économique et politique qui est complètement nouveau pour le pays puisque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le Japon était un empire et donc les Américains vont mettre en place, une démocratie avec une constitution assez proche de la constitution américaine et avec un système économique, libéral et en tout cas, capitaliste, qui va avoir pour but de favoriser le commerce avec le Japon, les échanges avec le Japon. Et donc, là, on a une photo qui date de 1952 avec la signature du traité de paix entre, le Japon et les États-Unis et donc c'est, on va dire, le début de l'indépendance, du Japon et la libération de la tutelle, directe des États-Unis, même si, les liens entre les 2 pays vont rester quand même très forts, pendant les années 50. Et donc les années 50 pour le Japon, ça va être une période d'industrialisation massive, permis par justement, l'aide, on va dire, des Américains qui vont, relancer l'industrie puisque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce qui faisait vraiment le plus tourner le Japon, c'était principalement l'agriculture. Il y avait un début d'industrialisation, mais qui a rien à voir avec l'industrialisation que va vivre le Japon dans les années 50. Donc en haut, on a une photo de l'inauguration d'une, fabrique d'ampoules et puis en bas, c'est les photos des ateliers de Nikon puisque déjà à cette période-là, Nikon existait et on voit donc un employé qui est en train de scruter un objectif pour s'assurer que tout fonctionne bien. C'est le contrôle qualité de Nikon. Et donc avec cette industrialisation et cette, chute énorme de l'agriculture va venir évidemment aussi, une urbanisation, importante du pays et donc vraiment un changement, assez radical dans le paysage japonais. Et puis l'influence américaine va se faire ressentir avec beaucoup de choses. Heu, on va voir, surtout après la Seconde Guerre mondiale, la montée en flèche de la mafia, donc là on voit des yakuza, en haut à gauche. Mais ça va être aussi, la popularisation de plein de choses, typiques des États-Unis comme, le catch ou le baseball qui sont, encore aujourd'hui très populaires, dans ce pays. On va voir la radio, on va voir la télé, puis on va voir le cinéma aussi. Ça va être, un âge d'or du cinéma japonais. Mais, ça reste un pays quand même assez spécifique qui garde, même s'il mélange ça avec une culture américaine, avec un fonctionnement très américain, ils gardent aussi des codes, propres à leur pays. Et donc, cette recette qui va être mise en place en mélangeant, la culture japonaise et américaine et en particulier au niveau économique, va amener à un grand boom économique pour le Japon au cours des années 50.
Et assez vite, le pays qui était, vraiment à l'agonie, à la fin de la Seconde Guerre mondiale va devenir une des plus grandes puissances, économiques du monde avec donc ce boom économique des années 50 et 60. Et puis donc, au niveau horloger, juste un petit rappel de ce qui se faisait à l'époque. Je vous ai mis juste quelques exemples de Rolex, Omega, Longines et Gégère, avec donc, des modèles, assez emblématiques de ces 4 marques, juste pour montrer un petit peu ce qui se faisait, dans le courant des années 50, à la fin des années 50 en Suisse. Donc évidemment, il y avait aussi des montres à complications, il y avait quelques chronos et cetera. Mais le plus gros de ce qui se vend à ce moment-là, ce sont des montres relativement simples, des montres, 3 aiguilles, éventuellement avec la date. Et puis évidemment, il existe aussi des montres, des grandes complications, des choses comme ça, mais là on est sur quelque chose encore assez différent, et c'est pas les montres les plus populaires, c'est vraiment réservé à une certaine élite. Donc voilà, c'est juste pour, replacer un petit contexte, historique pour mieux comprendre, comment Seiko évolue à cette période-là, et surtout dans quel contexte. Et donc Seiko dans les années 50, c'est une période un petit peu particulière pour eux puisque, après la Seconde Guerre mondiale, la production de montres reprend, relativement vite, mais en même temps avec une qualité, très, très basse, avec des moyens, humains et matériels très bas, avec, des matériaux de pas très bonne qualité. Et puis à la fin des années 40, on va avoir, 2 modèles principaux qui vont être un petit peu les fers de lance de l'offre de Seiko, avec la Seiko Super qui est fabriquée par Suwa Seikosha, et la Seiko Unique qui est fabriquée, elle, par Daini. Alors, si Suwa et Daini, ça vous dit pas grand-chose, je vous invite à aller voir la première visioconférence que j'avais faite sur l'histoire de Seiko entre 56 et 69, où, j'explique un petit peu plus, ce que sont ces 2 entités. Donc c'est les deux usines, on va dire, de Seiko à cette période-là. Et donc, la super et la unique, ça va être deux familles de montres, en fait, hein. Quand on dit super et unique, c'est, en fait, un mouvement autour duquel il va y avoir plein de déclinaisons de montres, différentes. Et donc le début des années 50, ça va être surtout ces 2 montres-là qui vont être, distribuées par Seiko, avec un énorme succès commercial, puisque la Super, pendant, toute la durée de sa production, donc de la fin des années 40 à la fin des années 50, va être vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Donc, c'est une montre, d'après-guerre qui est moderne pour l'époque, et c'est la première fois que Seiko propose une montre avec une aiguille des secondes centrales, et avec un design qui est plus moderne, et un mouvement vraiment, qualitatif par rapport à ce qu'il faisait, jusqu'à présent dans l'après-guerre. Et puis Seiko dans les années 50, c'est aussi, un gros investissement au niveau de la publicité. C'est un truc dont on parle, assez peu souvent, mais, à cette période-là, ils ont décidé de vraiment mettre le paquet sur leur marché intérieur et de faire énormément de publicité pour la marque. Et en 1951, la première pub qui sera diffusée à la radio au Japon, ça sera une pub pour Seiko. Et 2 années plus tard, la première pub qui passera à la télé japonaise, ça sera aussi une pub pour Seiko. Et d'ailleurs, la vidéo, vous pouvez la trouver sur le site du Seiko Museum, qui est en japonais, mais qui est aussi en anglais. Donc, si vous êtes un petit peu, à l'aise avec l'anglais, je vous invite à aller voir ce site. Il y a vraiment énormément de choses. Et puis évidemment, dans les années 50, on va avoir la sortie de la Seiko Marvel, donc en 1956 exactement. Donc la Marvel, je vais pas trop revenir dessus parce qu'on en a déjà pas mal parlé dans la première visioconférence, mais c'est elle qu'on considère être, la montre qui fait passer Seiko dans l'ère moderne, puisque là, on a vraiment un mouvement, très qualitatif, très précis, une montre avec, des belles finitions. Et puis comme avec la Super et la Unique, quand je dis, une montre, en fait, la Marvel, c'est un mouvement qui va avoir énormément de déclinaisons autour de ce mouvement. Et donc la Marvel, elle va être importante parce qu'elle va donner naissance à toute une descendance de montres importantes, comme on en a déjà un petit peu parlé, la première fois, et en particulier, elle va donner naissance à 2 montres.
très importantes. On a la Lord Marvel. Alors la Lord Marvel, c'est en fait, une Marvel dans le sens où c'est, le même mouvement qui est quasiment identique. Mais par contre, il va y avoir un effort qui va être fait sur tout l'habillage. Donc on va avoir des boîtiers plus travaillés, des cadrans plus travaillés, des cadrans avec, comme c'est le cas ici, des index, en or massif et des cadrans gravés, des belles aiguilles et cetera. Vraiment, il va y avoir un travail qui va être fait pour que d'une montre haut de gamme comme pouvait l'être, la Marvel, on ait vraiment une montre, de luxe puisqu'on va même avoir des boîtiers en or massif et cetera. Donc la Marvel va avoir un succès commercial, énorme. La Lord Marvel aussi, même si elle est plus chère et qu'elle est un petit peu plus réservée à une certaine élite. Et puis la Marvel, elle va aussi avoir un énorme succès aux concours de chronométrie qui vont se passer au Japon. Donc c'est vraiment des concours, propres au Japon, mais où vont concourir des montres suisses, des montres américaines et cetera. Et la Marvel va vraiment tout remporter. Et puis, 2 ans après, en 58, Seiko va faire encore évoluer un petit peu la Marvel, toujours dans cette idée de participer à des concours de chronométrie et c'est là qu'ils vont sortir la Crown. Et donc ça, c'est une montre où cette fois-ci, l'habillage reste à peu près dans ce qu'on faisait pour la Marvel, mais tout l'effort de développement va être, fait pour le mouvement et on va avoir un mouvement qui est encore plus, précis et encore plus qualitatif que sur la Marvel. Et donc là, on a une petite image qui montre la comparaison entre les 3. Donc la Lord Marvel, à gauche, la Crown au milieu et puis à droite la Grand Seiko et une des caractéristiques importantes de la Crown que va garder la Grand Seiko, c'est le fait d'utiliser un balancier plus large. On le voit si on compare avec la Lord Marvel, on voit que le balancier est un petit peu plus petit. Et c'est un choix qui est fait pour, justement, travailler sur la précision puisque plus le balancier va être large, plus il aura une grande inertie, plus ça va permettre, d'avoir une certaine stabilité au niveau du fonctionnement de la montre. Et ce développement, technique va nous amener à la naissance de Grand Seiko, qui va reprendre d'un côté, l'excellence des finitions, luxueuses des Lord Marvel avec les, les caractéristiques plus poussées des mouvements qu'on retrouve dans les clouds. Donc on va revenir dessus un petit peu après, mais d'abord je voulais vous présenter un petit peu les 2 personnes qui sont, on pourrait considérer les pères de Grand Seiko. Donc le premier c'est Ren Tanaka. Donc Ren Tanaka, c'était un cadre du groupe Seiko qui travaillait donc, au siège, à Tokyo, qui était, responsable du développement produit. C'est lui qui aura été le mentor du grand designer Taro Tanaka, dont on reparlera un petit peu plus loin. Et donc Ren Tanaka, lui, il va être en charge plus de la création de tout ce qui va être, autour du produit, tout ce qui va être le marketing, la commercialisation et cetera. C'est à lui qu'on doit les noms, King Seiko et Grand Seiko. C'est aussi à lui qu'on doit le fameux logo du lion dont je vais reparler tout de suite. Et puis on va avoir Tsuneya Nakamura, qui lui est donc un ingénieur de Suwa Seikosha. C'est lui qui a développé la Marvel. C'est lui qui a donc aussi, développé les Lord Marvel, Crown et cetera. Et vu le succès, aussi bien, commercial que chronométrique de ces montres, c'est lui qui va être chargé de développer, Grand Seiko. Donc Ren Tanaka, ça va être plus, le cerveau derrière la création de la marque. En travaillant au siège, c'est lui qui donne des directives à Suwa Seikosha et à Daini Seikosha. Et puis après, c'est les équipes sur place en en accord et en travail avec les équipes du siège qui vont développer les produits avec, en particulier donc, Tsuneya Nakamura qui va lui s'occuper du développement, plus précisément du mouvement, de l'habillage et cetera. Donc là, je vous ai mis une petite image assez intéressante qu'on retrouve sur le site de Grand Seiko. C'est une image tirée de leurs archives où ils montrent un petit peu les recherches qui ont été faites et les propositions qui ont été faites pour le logo de Grand Seiko, en tout cas pour la typographie utilisée pour Grand Seiko. Donc ça, c'est de ce genre de choses-là qu'était responsable, Ren Tanaka.
Et donc on voit qu'ils avaient, le choix avec plusieurs écritures cursives et puis on le voit en un petit peu plus petit juste en dessous, on a 3 étiquettes avec, différentes, polices de caractères pour Grand Seiko et finalement le choix va être fait d'utiliser, la police gothique qu'on utilise toujours aujourd'hui pour Grand Seiko. Parce que en fait, tout simplement, un peu de la même manière qu'ils ont choisi un nom qui sonnait, un peu français, suisse, en tout cas européen. Le but de cette nouvelle, police d'écriture gothique, c'est de rappeler un style, européen, un style occidental, puisque, bah, à cette époque-là, évidemment, le tout le savoir-faire horloger était en Suisse et et évidemment l'image de l'Europe, l'image de l'Occident, c'était une image de luxe, d'excellence, comme ça peut être encore aujourd'hui le cas dans la mode ou dans la cuisine. Donc vraiment le choix de ce nom et de cette police d'écriture vont être influencés par, les caractéristiques un petit peu européennes qui peuvent en ressortir. Et puis, je vous ai trouvé une photo assez intéressante. C'est une photo qui avait été prise, par Stéphane Molin. C'est un collectionneur, suédois. C'est 68 Moll sur Instagram pour ceux qui le suivent. C'est différents prototypes de cadrans de GS qui ont été faits et qui sont dans les archives de Seiko au Japon. Et donc on voit un petit peu les différents tests qu'ils ont faits, les différentes choses qu'ils ont essayé de faire pour développer, cette identité visuelle pour la marque. Donc on voit qu'ils ont essayé de mettre le petit logo GS au-dessus de Seiko, à 12 heures. Ils ont essayé de mettre, le lion dont on va reparler tout de suite. Ils ont aussi essayé, Grand Seiko à 12 heures en toutes lettres et cetera. Et donc tout ça, c'est des petites choses qui qui étaient sous la responsabilité de Ren Tanaka. C'était lui un petit peu le big boss de toutes ces choses-là. Et puis, c'est comme je le disais, c'est lui aussi, qui a conçu, dessiné le médaillon du lion, qui deviendra plus tard le symbole de Grand Seiko, mais qui à l'origine n'est pas du tout spécifique à GS. En fait, les montres qui avaient un médaillon avec le lion comme ça dessus, c'était les montres qui étaient certifiées chronomètres. Donc les montres chronomètres, c'était des montres qui étaient, comme je viens de le dire, certifiées, c'est-à-dire qu'elles suivaient tout un cahier des charges en termes de précision, de régularité, de stabilité de marche, et cetera, qui était calqué sur l'observatoire de Bâle. Donc, c'est des observatoires astronomiques qui testaient en Suisse et en France des montres pour leur donner cette appellation de chronomètre. Donc, c'était vraiment les montres les plus précises qui soient. Et donc, Seiko s'est mis à faire aussi des chronomètres avec la Grand Seiko, mais aussi avec une King Seiko, avec aussi une Seiko Liner, et puis un petit peu plus tard aussi avec une Seikomatic, donc avec une montre automatique, toutes les autres étant manuelles. Et donc, au début de la commercialisation de GS, on a ce médaillon du lion qui représente le fait que ça soit un chronomètre, mais qui ne représente pas spécifiquement, enfin qui ne représente même pas du tout, Grand Seiko. Et le choix du lion est fait parce que, ben, le lion étant le roi de la jungle, il voulait que ces montres soient un petit peu, l'équivalent dans le paysage horloger. Et donc justement, c'est un petit peu la philosophie qui va être derrière Grand Seiko, puisque le but de Grand Seiko, c'est tout simplement de faire la meilleure montre au monde, de faire, une montre qui puisse rivaliser avec les Suisses, qui étaient à cette époque-là, évidemment absolument indétrônables sur la première place, du classement horloger mondial, on pourrait dire ça comme ça. Et donc, ce qui est assez intéressant avec cette philosophie d'RGS de faire la meilleure montre possible, c'est qu'à cette époque-là, sur le marché japonais, ils sont vraiment, devant de manière, indiscutable, que ça soit, comme on a dit, avec la Marvel, la Lord Marvel, la Crown, et cetera. Mais au début, Grand Seiko va vouloir rivaliser avec les Suisses, mais rivaliser uniquement sur le territoire japonais. C'est-à-dire que Grand Seiko sera une marque, dédiée au marché, interne, qui est déjà un marché, extrêmement porteur pour la marque, mais ce sont des montres qui vont être quasiment pas exportées. Un tout petit peu en Asie,
un peu plus tard un tout petit peu aux États-Unis, mais vraiment de manière très, très, très anecdotique et la quasi-totalité de la production de GS se concentre sur le marché japonais. Et donc c'est pour ça en fait que Grand Seiko adopte un nom avec une consonance, européenne, avec un style, visuel qui rappelle, un petit peu l'Europe avec cette police gothique et cetera. C'est parce que, bah, le but, c'est tout simplement de conquérir le marché japonais et sur le marché japonais, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, les produits qui viennent de l'extérieur et en particulier de l'Europe, ce sont des produits, synonymes de luxe, d'excellence, d'élégance et cetera. Et donc, je viens de citer le mot, excellence. Pour moi, ce mot-là, c'est vraiment celui qui décrit le mieux, qui résume le mieux ce qu'est Grand Seiko, puisque le but de faire les meilleures montres au monde, c'est tout simplement de mettre, l'excellence de leur savoir-faire en termes à la fois d'habillage, de boîtier, de cadran, d'aiguille et cetera, qu'aussi en termes de mouvement de montre. Et donc, la précision va être la caractéristique essentielle des grands Seiko, ce qui explique donc, qu'on ait ce nom, chronomètre sur le cadran. Et avec la précision vont venir d'autres valeurs qui sont aussi un petit peu les valeurs essentielles de Grand Seiko. Donc avec la précision, on a aussi la fiabilité évidemment, on a la beauté et puis on a aussi la facilité d'utilisation. C'est-à-dire que ça doit vraiment être une montre, pour la vie de tous les jours. C'est pas des montres qui sont faites pour être derrière des vitrines et pour regarder de loin parce que si on les touche, elles cassent parce qu'elles sont trop fragiles et cetera. Vraiment, le but, c'est de faire la montre parfaite, mais la montre quand même de la vie de tous les jours, juste avec des exigences poussées à l'extrême et donc c'est vraiment l'expression de l'excellence telle qu'elle est conçue par Seiko à ce moment-là. Alors, on va faire une petite avance rapide, on va dire, sur les 60 ans, qui se sont écoulés depuis la création de Grand Seiko. Et ce qui est intéressant, et je vous invite à essayer de voir un petit peu ça, à travers ce que je vais expliquer, par la suite, c'est que quand on voit l'évolution de Grand Seiko, en fait, c'est évidemment l'évolution de Seiko, puisqu'à ce moment-là, Grand Seiko, c'est juste une gamme de Seiko, c'est pas une marque à part. Donc, avec l'évolution de Seiko, on va voir l'évolution des technologies, et cetera, qui vont être, implémentées dans l'offre de Grand Seiko. C'est aussi l'évolution de la vision qu'a Seiko de l'excellence et ça, on le verra surtout une fois qu'on passera dans l'ère moderne de Grand Seiko. Cette évolution, c'est aussi l'évolution de l'horlogerie de manière générale, puisque forcément, en 60 ans d'histoire, l'horlogerie globale a énormément évolué et, et c'est des choses qui se ressentent à travers l'évolution de GS. Et puis, on voit aussi quelque part en filigrane s'inscrire un petit peu la rivalité entre Grand Seiko et la Suisse et les montres suisses qui ont toujours servi d'exemple pour Seiko et GS de par leur excellence, mais aussi ça a été un objectif à dépasser, puisque comme je l'avais déjà dit dans la première visioconférence, à cette époque-là, le mot d'ordre chez Seiko, c'était rattraper et dépasser la Suisse. Et donc, depuis toujours, Grand Seiko essaye de proposer les meilleurs produits sur le marché, et ça veut dire évidemment essayer de proposer des produits qui viennent rivaliser avec la production horlogère suisse. Alors, je vous ai mis ici les 2 premières, générations de Grand Seiko. Donc à gauche, celle qu'on appelle la First, donc la 1re GS qui sort donc en 1960 et à droite, on a la 2e génération de GS qui sort, elle, en 1964. Alors si vous êtes un petit peu familier avec les GS vintage, vous allez vous dire qu'il y a sûrement une faute dans ce que j'ai écrit puisque j'ai écrit 57 GS en dessous de la 1re, en dessous de la First. Et en fait, en général, la 57 GS, c'est plutôt la 2e génération de GS. En fait, je suis tombé il y a quelque temps sur un article écrit par Taro Tanaka qui disait que la 57 GS était la première Grand Seiko sortie en 1960. Donc au début, je me suis un peu gratté la tête en me disant: «Mais si même Taro Tanaka, il dit des énormités comme ça, qui est-ce qu'on peut croire et qu'est-ce qu'on a comme source fiable sur Seiko?»
Et je me suis dit: on va quand même essayer de creuser la question, de voir un petit peu pourquoi il dit ça». Et en fait, je suis tombé sur des documents internes de Seiko et alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a eu à cette période énormément de chamboulements dans la façon de nommer les montres, dans les références et même dans les références des mouvements. Et la première Grand Seiko, son calibre, c'est le calibre 3180. Donc c'est pour ça que parfois on l'appelle la 3180. Mais en fait, quelques années plus tard, Seiko a un petit peu repris tout ça et ils ont renommé a posteriori des calibres qui avaient d'autres références gravées dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le calibre de la Crown, donc le calibre qui va le plus influencer le calibre de la première GS, ils l'ont appelé le calibre 57, ou plutôt le calibre 5700. Et en fait, quand on va avoir la Grand Seiko qui est créée, donc qui est une évolution de ce calibre 57, Seiko va décider a posteriori de renommer ce calibre non plus 3180, mais de le renommer le calibre 5720. Donc 57 pour montrer la filiation avec le calibre de la Crown, le 2 pour montrer qu'on est sur une évolution et sur une nouvelle version de ce calibre, et le 0 qui signifie qu'il n'y a pas de complications, c'est juste heure, minute et seconde. Et en fait, la deuxième génération de GS, que d'habitude on appelle 57 GS, son calibre va être lui renommé 5722, donc pour montrer que c'est toujours la même filiation du calibre 57, que c'est l'évolution avec le petit 2, mais que c'est aussi donc la même base que le calibre de la première GS. Et le 2 du 22 signifie que cette fois-ci, on a la date. Et donc, a posteriori, en tout cas en interne chez Seiko, ils ont renommé la première GS la 57 GS et la deuxième GS la 57 GS Self-Dater, ou abrévié souvent 57 GSS. Donc voilà, ça c'était juste pour vous embrouiller un petit peu les neurones pour commencer. Mais gardez surtout en mémoire que sur ces deux premières générations de GS, on a quasiment le même calibre qui évolue juste pour proposer la date. Et l'évolution, comme vous le voyez, elle se fait surtout au niveau de l'esthétique. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on reprend quand même des codes assez proches, puisqu'en termes d'index, en termes d'aiguille, etc., on est sur quelque chose d'assez proche, mais avec cette fois-ci un boîtier en acier et puis un boîtier un petit peu plus moderne, un petit peu plus volumineux, avec des cornes plus larges, une présence au poignet bien plus importante. Et donc déjà un début de modernisation entre 1960 et 1964, surtout au niveau de l'esthétique. Et puis on va avoir un changement assez important dans l'histoire de Seiko. Ça va être en 1966. Il va y avoir un début de réveil des Suisses pour essayer de mettre des bâtons dans les roues à Seiko, on va dire ça comme ça. Puisque en 66, il y a le Comité international de la certification des certifications chronométriques, ce qui deviendra plus tard le COSC, qui va interdire à Seiko d'utiliser l'appellation chronomètre. Parce qu'en fait, normalement, pour pouvoir être un chronomètre, il faut que les montres soient testées par des organismes indépendants, donc en particulier les observatoires astronomiques. Et en fait, vu qu'il n'y en a pas au Japon à ce moment-là, Seiko décide de faire certifier ses montres en interne. Et évidemment, ça ne satisfait pas à l'appellation chronomètre. Et donc, à partir de 1966, les Suisses interdisent à Seiko d'utiliser ce terme chronomètre. Et donc ça va avoir des conséquences assez importantes sur Grand Seiko, puisqu'ils décident de se dire, bon, bah, depuis le temps qu'on dit qu'on va rattraper et dépasser la Suisse, ça va être le moment de créer une certification chronométrique qu'on appellera la norme Grand Seiko, puisqu'on n'a plus le droit d'utiliser le terme chronomètre, et ça sera des normes qui seront plus strictes que les normes suisses. Alors là, je vous ai mis le tableau des normes modernes qui sont assez proches des normes d'époque, qui ne sont pas tout à fait identiques, mais on avait déjà cette précision comprise entre -3 et +5 secondes par jour. Et donc ça va avoir des conséquences importantes puisque, comme je le disais, Seiko à ce moment-là proposait plusieurs montres chronomètres. Donc on avait évidemment la Grand Seiko, mais on avait aussi une King Seiko, on avait aussi une Seikomatic et on avait aussi une Seiko Liner.
Et donc ces montres vont finalement, évoluer pour devenir des grands Seiko et donc c'est ce qui va amener à la naissance de la fameuse 44 GS. Donc la 44 GS, elle suit évidemment le standard Grand Seiko, le standard de précision Grand Seiko. Mais en plus de ça, c'est la première montre qui va être, l'aboutissement, qui va être vraiment l'incarnation parfaite de la fameuse grammaire du design. Donc la grammaire du design, c'est un ensemble de règles qui ont été dictées par Taro Tanaka, qui est un designer, en chef de Seiko à ce moment-là, qui travaille donc, sous la direction de Ren Tanaka, qui lui est responsable du développement produit. Taro Tanaka, lui, va être chef du studio de design de Seiko en donnant des directives à la fois à Suwa Seikosha et à la fois à Daini Seikosha. Et il s'est fixé comme mission au début des années 60 de créer un style qu'il appellera le style Seiko. Dans ce cas-là, on pourrait même dire le style Grand Seiko parce il est assez spécifique à la marque. Et cet ensemble de règles qui est mis en place par Taro Tanaka va avoir pour but de créer une identité visuelle pour la marque, pour, vraiment, distinguer les produits des autres produits et surtout leur donner une apparence luxueuse pour pouvoir venir rivaliser avec les montres suisses. Donc ça, j'en reparlerai un petit peu plus en détail quand on abordera, spécifiquement le design de GS. Et puis l'année suivante, donc en 1967, on va voir la sortie de la première Grand Seiko automatique, la 62 GS, qui est donc en fait la transformation de la Seikomatic Chronometer en Grand Seiko. Donc c'est une autre des conséquences de cet abandon, de cette obligation d'arrêter d'utiliser le terme chronomètre. Ça va avoir un impact important puisque c'est ce qui va amener à la création de la première Grand Seiko automatique en 1967. Et puis l'année suivante, Seiko va sortir la 61 GS ainsi que la 45 GS. Je vous ai mis une photo juste après. Donc la 61 GS, c'est la première Grand Seiko iBit et donc quand on dit iBit ici, ça veut dire 36 000 alternances par heure comme l'indique le cadran. Et donc cette nouvelle technologie, ça va devenir une des signatures de Grand Seiko, les mouvements à haute fréquence comme ça. Et donc la 61 GS, c'est une montre avec un mouvement automatique et puis la 45 GS qu'on voit ici, elle, c'est aussi un mouvement, 36 000 mais cette fois-ci un mouvement à remontage manuel. Et donc comme on le voit, si je reviens en arrière, on a ici en dessous du 36 000 le petit logo de Suwa Seikosha et sur la 45 GS, on a l'éclair de Daini. Et donc ce sont 2 montres un petit peu, rivales, on va dire, qui vont avoir leurs avantages et leurs inconvénients, mais ce sont toutes les 2 des montres à 36 000 alternances. Et je vous ai mis, une petite comparaison, côte à côte d'une 45 GS et d'une 61 GS et donc évidemment, la 45 GS, étant manuelle, elle est beaucoup plus fine que la 61 GS, mais toutes les 2 reprennent, ce style propre à Grand Seiko et à la grammaire du design. Et puis, l'année suivante, en 69, Seiko va sortir les VFA, donc VFA pour Very Fine Adjusted. Et les VFA, ce sont des évolutions des 2 calibres qu'on vient de voir. Donc on a des 61 GS VFA et puis des 45 GS VFA. Donc on a encore une fois ces fameux mouvements iBit à 36 000 alternances par heure, mais cette fois-ci, on a un travail de réglage particulier qui est fait sur ces mouvements, puisque ce sont des mouvements qui fonctionnent, qui tournent à plus ou moins 2 secondes par jour, ce qui est absolument exceptionnel pour l'époque. Et ces VFA sont clairement à l'époque les montres les plus précises, en tout cas les montres avec les normes chronométriques les plus strictes qui existent sur le marché. Et donc ces VFA qui commencent à sortir à partir de 69, c'est vraiment un aboutissement pour Grand Seiko, puisque comme je le disais tout à l'heure, une des spécificités propres à Grand Seiko, c'est la quête de la précision. Et c'est vraiment ce qui influence le plus fortement le développement de ces produits.
Et là, proposer quelque chose d'encore plus strict et encore plus rigoureux que plus ou moins 2 secondes par jour, ça semble impossible. Et ces montres, c'est vraiment le sommet, l'aboutissement, maximal de ce que pouvait, proposer Seiko en termes de précision sur des mouvements mécaniques. Mais justement, la même année va sortir, le 25 décembre, la Seiko Astron, donc la première montre à quartz commercialisée au monde. Et elle va provoquer un sacré chamboulement, dans l'histoire de l'horlogerie de manière générale. Mais elle va aussi amener un sacré chamboulement pour Grand Seiko, puisque comme on le disait juste avant, ça semble impossible de proposer des normes chronométriques encore plus strictes que les VFA, à plus ou moins 2 secondes par jour. Et avec l'arrivée du quartz sur le marché, et finalement la précision maximale va être bien plus, bien plus stricte, bien plus exigeante avec cette nouvelle technologie. Mais vu que Grand Seiko, c'est aussi l'excellence des montres mécaniques, ces mouvements à quartz vont rester dans des gammes spécifiques et le quartz ne va pas intégrer Grand Seiko. Et donc, on a déjà un premier changement majeur dans l'histoire de Grand Seiko, puisqu'à partir de 1970, l'excellence chronométrique, c'est plus vraiment Grand Seiko, ce qui est assez gênant puisque ça fait quand même partie de l'ADN de la marque. Et donc, à partir de 1970, on va avoir un changement qui est le mieux incarné par la 56 GS, donc je vous ai mis un exemple ici. Et donc ce calibre 56, ça va être le seul nouveau mouvement qu'on va trouver dans les GS après la sortie du quartz. Et le calibre 56, donc c'est écrit high bit, mais c'est ce qui était considéré pour du high bit à l'époque, mais c'est pas du 36 000, c'est du 28 800. Et en fait, le calibre 56, ça va être le premier calibre dont la fabrication va être automatisée. Et donc là, on va passer sur une capacité de production bien plus importante, avec une baisse des prix. Et maintenant que la course à la précision n'est plus aussi importante qu'avant, puisqu'on a des VFA, et puis surtout on a du quartz, les évolutions de GS dans les années 70 vont se faire sur la démocratisation, on va dire, des produits, la baisse des prix aussi pour libérer une gamme de prix pour le quartz, mais une baisse de prix parce que les mouvements mécaniques ne représentent plus ce qu'ils représentaient jusqu'à présent, c'est plus le haut du panier. Et du coup, les changements vont se faire sentir aussi au niveau du design des montres, où cette fois-ci, alors que jusqu'à présent, on avait assez peu de variations sur chaque modèle, là, on va avoir une grande variation en termes de design, de boîte, de cadran, d'aiguilles, d'index, etc. Alors, je vous ai pas mis plein d'images parce qu'il y a tellement de références, il y a tellement de choix qu'on pourrait y passer des heures. Mais je vous ai mis un exemple avec une montre tonneau, une 56 GS en or avec un boîtier martelé avec le premier cadran qui se rapproche d'un cadran Snowflake. Même s'il n'est pas fait de la même manière que la Snowflake d'aujourd'hui, il a inspiré en tout cas énormément ce cadran. Et donc on voit qu'on s'éloigne énormément de la grammaire du design et donc on va voir la naissance de différents styles même au sein de l'offre GS, avec des boîtiers plus arrondis, avec différentes textures, avec différentes couleurs, avec des verres fastés, etc. Et donc les années 70 pour GS, ça va être une période de changement, une période où on va voir énormément de design, etc., mais aussi une période de baisse des prix, jusqu'à ce que finalement en 1975, la gamme Grand Seiko disparaisse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que certains considèrent que en fait, Grand Seiko ne disparaît pas, mais juste change de nom, puisqu'après on va avoir des montres à quartz qui reprennent le style de Grand Seiko un petit peu plus modernisé et qui s'appellent Grand Quartz. Mais à mon avis, il faut quand même bien garder en tête que Grand Seiko, c'est avant tout des montres mécaniques, c'est l'excellence des montres mécaniques. Et s'ils ont décidé de ne pas intégrer le quartz à ce moment-là, c'est parce que ça ne faisait pas partie de l'ADN de ce qu'était Grand Seiko pour, pour la marque dans les années 60 et 70. Et donc c'est la fin de la première grande ère de Grand Seiko, avec l'arrêt de la gamme, en tout cas, j'allais dire la disparition, mais en tout cas l'arrêt de la gamme en 1975. Et puis il faudra attendre 13 ans
pour que Grand Seiko se réveille de son long coma et contre toute attente, alors que Grand Seiko a été suspendu ou arrêté à cause du quartz, et ben, c'est avec justement le quartz que GS va renaître en 1988 avec les 95 GS, puisque c'est le calibre 95, un excellent calibre à quartz, qui anime ces montres-là. Et on retrouve donc un style très inspiré du style vintage de GS. Et puis en 93, on va avoir la naissance du fameux calibre 9F qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les montres à quartz de chez GS. Et donc de 88 jusqu'à 98, GS, ça va être uniquement du quartz. Ce qui est assez paradoxal, on va dire, dans l'histoire de la marque, puisque, comme je l'ai dit juste avant, GS a toujours été l'excellence des montres mécaniques. Finalement, avec l'évolution des mœurs, avec l'évolution de Seiko, avec l'évolution de l'horlogerie de manière générale, il semble évident pour la marque que ce qui incarne l'excellence de l'horlogerie et ce qui incarne le mieux les valeurs de la marque dans les années 90, finalement, c'est le quartz. Mais à la fin des années 90, avec le retour sur le devant de la scène des montres mécaniques, on va avoir ce monsieur qui s'appelle Akira Ohira, qui va développer pour GS un mouvement mécanique. Et donc en 98 va sortir le calibre 9S, le fameux calibre 9S mécanique des GS modernes. Et on va avoir cette première référence qui va sortir en 98, la SBGR 001, qui va signer la renaissance de Grand Seiko dans toute sa splendeur et en tout cas plus, on va dire un petit peu plus fidèle à l'esprit vintage, puisque cette fois-ci on revient sur un mouvement automatique. Et puis à partir de 98, les choses vont pas mal s'accélérer pour la marque. Et on va avoir en 2004 la sortie de la première GS Spring Drive avec un mouvement automatique avec 3 jours de réserve de marche qui est indiqué par le petit éventail en bas à gauche sur le cadran. Donc à cette époque-là, quand GS sort des nouveaux mouvements avec une plus grande réserve de marche, ils décident de fêter ça, en tout cas de célébrer ça, de montrer ça avec la disposition sur le cadran d'un indicateur de réserve de marche. Alors c'est vrai que j'aurais pu vous mettre une photo, mais j'ai oublié de le faire. À la même période, ou en tout cas 2 ans plus tard, en 2006, Seiko va aussi sortir des mouvements GS automatiques avec 3 jours de réserve de marche. Et là aussi, on va avoir un indicateur de réserve de marche sur le cadran, qui cette fois-ci apparaît à 3 heures entre le centre du cadran et la date, qui est là aussi pour mettre en avant le fait que cette fois-ci, on passe à 3 jours de réserve de marche sur une mouvement. Et donc, c'est ce qui explique la présence de cet indicateur de réserve de marche à partir de 2004 sur les mouvements Spring Drive. C'est le fait de mettre en avant justement les 3 jours de réserve de marche. Et puis avec le Spring Drive, on va aussi avoir un nouveau chamboulement assez intéressant dans l'histoire de GS. C'est qu'en 2006, on va avoir la sortie de la première GS typée sport. Alors là, c'est vrai qu'elle est montée sur bracelet cuir, ce qui fait un petit peu moins sport tout de suite. Mais d'origine, la montre est vendue uniquement sur un bracelet acier. Et donc là, on passe sur un style qui est assez différent, puisque jusqu'à présent, GS a toujours proposé des montres assez classiques, voire carrément des montres habillées. Et pour la première fois, on va avoir une montre typée sport avec cette fameuse GMT Spring Drive avec sa lunette en saphir et avec son boîtier massif et beaucoup plus sportif. Et puis, encore 2 ans après, en 2008, on va avoir la sortie de la première plongeuse GS. Et donc là aussi, c'est à nouveau un changement assez inattendu dans l'histoire de GS, puisque, ben, encore une fois, GS a toujours fait des montres assez classiques et habillées. Et puis cette fois-ci, il propose carrément une plongeuse, alors que les plongeuses, c'était plutôt la spécificité de la gamme professionnelle, voire de la gamme Prospex, comme on l'appelle aujourd'hui. Et GS ne faisait pas du tout dans ces montres-là. En tout cas, c'est vrai qu'on commence à s'éloigner un petit peu de l'ADN de GS dans la période vintage. Mais en fait, c'est essentiel pour la marque de se mettre à proposer des produits un petit peu plus diversifiés et qui répondent évidemment plus aux attentes
des clients des années 2000 par rapport aux clients des années 60. Et puis, je vous passe l'évolution des mouvements puisqu'on en parlera avec le High-Beat, avec le Chrono Spring Drive, et cetera. Pour faire un bond en avant jusqu'en 2017, puisque comme vous le savez sûrement, depuis 2017, Grand Seiko a décidé de devenir une marque, à part, une marque, détachée, on va dire, de son appartenance avec Seiko. Alors ça reste évidemment une marque du groupe Seiko, mais ça devient une marque séparée quand même. Alors, la chose, la plus évidente qui découle de ce choix, c'est la disparition du nom Seiko sur le cadran à 12 heures et puis, l'apparition du fameux logo GS Grand Seiko, heu, en lieu et place du logo Seiko. Alors au début, on aurait pu penser que c'était juste un coup marketing. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, quand j'ai vu ça. J'ai l'impression que c'était juste pour dire: «Bon, ben, GS, c'est pas juste Seiko, mais bon, vu que ça reste une marque du groupe Seiko, ça doit pas changer grand-chose» et en fait, j'avais tort. J'avais énormément tort et depuis 2017, je me rends compte que finalement, GS est rentré dans une nouvelle ère avec des changements assez importants, des changements assez radicaux qui découlent du fait que GS ne soit plus une gamme au sein de Seiko, mais devienne une marque à part entière et donc ça, on pourra en rediscuter plus en détail, dans une prochaine visioconférence si le sujet vous intéresse. Mais à partir de 2017, ce qu'on a observé surtout, c'est le fait que, GS va créer des entreprises, en nom propre avec, Grand Seiko USA et puis, plus récemment Grand Seiko Europe, qui vont être en charge de développer des produits, de les commercialiser et de représenter la marque de manière, totalement indépendante de Seiko et de la même manière que tout au long de l'histoire de la marque, GS a su se réinventer pour, répondre aux différents besoins des clients et différentes attentes du marché. En 2017, ben, GS va surtout s'ouvrir sur le marché international, puisque jusqu'à 2017, on arrive à trouver des GS, ailleurs. Alors on a eu la chance en France d'avoir, l'ouverture de la boutique, Seiko à Paris, rue Bonaparte, qui a été la première boutique Seiko, en dehors du Japon. Mais globalement, cette marque n'est pas représentée comme elle peut l'être aujourd'hui et donc 2017, c'est surtout l'entrée de GES sur le marché international et ça a un impact énorme parce que de 1960 jusqu'à 2017, GS, c'est une marque qui est pensée, conçue et développée pour le marché japonais. C'est-à-dire qu'ils vont développer un langage, un style, une esthétique qui est vraiment pensée pour les Japonais et pour leur sensibilité et évidemment, en s'ouvrant au marché international, ils s'ouvrent à d'autres clients, à d'autres demandes, à d'autres attentes et donc on voit, rapidement évoluer, pas mal de choses chez GS depuis 2017 et cette année, avec, avec le 60e anniversaire de la marque, on a la sortie de ce modèle qui est assez exceptionnel, qui représente, pour moi cette nouvelle philosophie de Grand Seiko. Cette nouvelle ouverture sur un nouveau marché et aussi cette avancée technologique puisqu'on a un nouveau calibre à l'intérieur, qui est un calibre high-bit puisque c'est une des signatures de GS, mais qui est aussi un calibre avec un nouvel échappement. Donc on a vraiment une innovation super intéressante d'un point de vue, technologique, puisqu'on a un échappement qui ressemble à des choses qu'on connaissait, qui ressemble à un type d'échappement développé chez Audemars Piguet, qui ressemble un petit peu au coaxial, mais qui va être une vraie nouveauté, une vraie révolution et une vraie innovation pour les mouvements mécaniques. Et puis d'un point de vue esthétique, elle reprend évidemment des codes, propres à GS. Elle s'inspire de différents modèles emblématiques, que ce soit la première GS, que ce soit la 44 GS, que ce soit la 62 GS et cetera. Et cette montre, pour moi, c'est vraiment le symbole de cette nouvelle ère pour GS. Donc
Je vois ça comme la troisième grande ère de l'histoire de GS. On a l'ère vintage de 1960 à 1975. On a une transition de modernisation entre 88 et 98, et puis ensuite le développement, la pérennisation de la marque dans les années 2000. Et puis cette transition de 2017 à 2020, et à partir de 2020, cette explosion de GS sur le marché international. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette première visioconférence sur les quelques évolutions qu'a subi la marque, sur les changements de philosophie et sur les grandes ères, on pourrait dire, de l'histoire de la marque. On pourra reprendre un petit peu tous ces points plus en détail et voir comment cette philosophie de GS, elle se traduit dans le design, et aussi comment elle se traduit dans les mouvements avec les prochaines visioconférences. En attendant, si c'est des questions qui vous intéressent et si vous voulez un petit peu de lecture, sur mon blog Wadoké, j'ai écrit déjà des articles qui traitent de ces questions-là. Donc, n'hésitez pas à aller les lire si ce sont des questions qui vous intéressent. Voilà.